Eh bien, peut-être un favori pour la victoire d'étape lâché, Laurent Bellet. C'est gentil Thierry, pardon. Il fait pas de vélo le Thierry, hein, on voit bien. Il vient du foot le Thierry, on voit bien, on voit bien. Chute, un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Zouleux. Avec l'attaque d'Anti-Schleck, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course. Je vois que vous êtes déjà nombreux ce soir. Il faut dire que ce week-end a été plutôt explosif, si vous me passerez bien l'expression qui est peut-être malvenue. Il a été chargé. Il a été chargé, on va dire, parce que l'explosif est assez malvenu vu le contexte. Je suis désolé Oui, c'est vrai que chargé, c'est pas malvenu. d'avoir utilisé le mot, et chargé, ça convient peut-être mieux pour certains au vélo, même si ça reste que du vélo. Il faut quand même se le rappeler, surtout vu le contexte que j'évoquais. Salut Benjamin. Salut Charles, désolé pour le petit retard, on était en train de discuter en off, comme on dit avec Charles, de choses qu'on ne peut pas forcément dire pendant l'émission. Voilà, Et, on a failli faire de l'émission foot tous les deux également. au lieu de faire le live. Du coup, on s'est dit, on va peut-être lancer, c'est pas plus mal. Bref, on est tous les deux ce soir avec Benjamin et on est ravis de vous avoir. Je vois que vous êtes déjà nombreux sur le chat. Salut Stradri, je vois Cofidis, je vois El Ragnier aussi, un petit nouveau. Salut et bienvenue à toi. Joyeux du Nil, pardon, bonsoir également. Benjamin, je te propose qu'on commence par les épreuves italiennes. Et Oui. le Leglia rapidement, parce que la course n'était pas télévisée, puis c'était déjà mardi dernier. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que ouais, un gros numéro du AE qui a affiché sa Ouais, force collective. oui, mais rapidement sur la course, en fait, le problème c'est qu'on n'a pas vu comment c'était cassé. Je crois que c'est dans une descente à 55 km de l'arrivée. Ils se sont retrouvés quasiment toute l'équipe en tête avec la plupart de l'équipe Intermarché également dans un groupe de 20. En plus, derrière, il y a Godu et d'autres qui tombent. Donc ça leur mâche le travail. Et après, ils étaient en supériorité numérique. Donc euh, voilà, UAE très très fort. Et en plus, ils étaient 7 dans un groupe de 20-25. Donc forcément. Belle perf des Français avec Victor Lafay qui fait 6ème, qui est sorti à contre-temps. Également Paché et Champoussin qui finissent dans les 10. Donc c'est pas mal. Donc triplé UAE, mais il y a un autre UAE dans les 10 premiers, c'est Diego Ulissi qui finit 7ème. Ah ouais, et puis Cofidis, ouais, on va parler d'un autre triplé qui a eu lieu aujourd'hui. On va venir sur Paris-Nice après le gros bloc italien, mais on s'est dit qu'on commencerait par cette partie. Et Benjamin, pendant que j'affiche le classement des Strade Bianche, parce que c'est l'autre course majeure de la semaine, une course qu'on attend tous avec impatience, que c'est vrai que cette arrivée, ces paysages magnifiques, là, ces routes blanches en Toscane, déjà, c'est grandiose visuellement parlant, si on peut en toucher un petit mot. Oh, magnifique. Ça donne envie d'y aller en vacances. C'est vraiment une épreuve qui devrait garder en plus cette identité jusqu'à ce qu'elle disparaisse. On espère qu'elle ne disparaisse jamais. C'est vraiment magnifique. C'est l'été au début, à la fin de l'hiver, quoi. C'est vraiment beau. Tiens d'ailleurs Benjamin, je profite qu'on soit que tous les deux ce soir et qu'on ait le temps un peu de développer. J'ai vu sur le site de l'équipe.fr qu'il y avait un sondage sur Strade Bianche, monument ou pas, puis donnez-nous aussi votre avis sur le live. Tu peux Monument faire un ou non? sondage, tu peux faire slash poll. Attends, je te marque hop, hop, hop. Sur Discord, je te marque le truc qu'il faut Ouais. faire. Bon, sinon les gens nous diront Voilà. Oui, oui, sur oui. le live, on fera. Et sinon, est-ce que c'est un monument? Non. Non, dans le sens où, alors, niveau histoire, c'est vrai qu'il en manque encore. C'est surtout au niveau de la distance. Ouais, c'est ça qui Maintenant, manque pour niveau toi. prestige, je la mets au-dessus de la Flèche Wallonne, par exemple. Oui, Et clairement. toi, t'en penses quoi? Bah, moi j'aurais tendance à la classer dans les monuments, mais je sais que mon point de vue est minoritaire et que c'est pas le tien parce que pour moi la distance n'a plus vraiment une grande importance, je trouve, enfin, dans ce cyclisme un peu moderne. Donc oui, je le classerais, même si j'accorde pas vraiment, enfin, une très grande importance au terme de monument. En fait, c'est peut-être, ça va faire peut-être bondir tous les fans de l'histoire de notre sport.
Mais je trouve qu'au final, monument ou pas, on s'en fout un peu, quoi. Est-ce que Oui. la course, ça nous a plu ou pas? C'est plutôt ça qui compte. Aujourd'hui, l'étape de Paris-Nice, c'était pas un monument, mais le final, c'était haletant, t'es devant ta télé, t'es à fond. Bah, hier, pendant que Pogacar est sorti, c'est un peu pareil. Au final, moi, c'est surtout ça que je recherche, quoi, plus que de savoir si c'est un monument, si c'est vraiment prestigieux ou pas, quoi. Même si, bien sûr, il y a le Tour de France et toutes les grandes courses, hein, auxquelles j'accorde beaucoup plus d'importance, mais de manière générale, le terme monument me fait ni chaud ni froid, quoi, plus ou moins. Ouais, je comprends. Et par contre, au niveau spectacle, on est gâté quand même en ce début d'année. Ouais, carrément, ça on a de la chance que les coureurs sortent assez tôt, les Mm. scénarios sont intéressants, puis tu me permets une transition parfaite justement sur ce qui s'est passé hier. On a vu Tadej Pogacar, avant de parler du fond, moi j'ai envie de dire que ce mouvement de course il est génial parce que Pogacar, si vous avez vu la course comme Benjamin et moi, il sort pas dans une bosse en fait, il est en haut d'une bosse sur ces fameux chemins blancs, il prend la tête et il prend des risques de malade dans cette descente. Alors bien sûr, après il est exceptionnel physiquement pour tenir, mais Ben il prend d'abord un gros risque pour faire un trou dans la descente, quoi. Ouais. Et finalement, bon, ben, il part, personne ne peut suivre. Il y a la fille qui c'est un peu un moment, puis il explose. Également parce que diminué au niveau du dos. Quelle image d'ailleurs de commencer la retransmission sur ça, cette énorme chute. Non, après Pogacar, il était 2 jambes au-dessus de tous les autres, quoi. Hein. C'était impressionnant, ça semble une machine incapable d'être enrayée, même si on le voit dans les derniers kilomètres qu'il était quand même très cuit. Mais D'ailleurs, on voit justement, qu'il se retourne beaucoup dans les derniers kilomètres. Je pense que vraiment, il avait peur de se faire reprendre. Il était cramé. Justement, Benjamin, ça m'amène à une question, parce que je l'ai vu sur nos forums hier, quand nos membres ont débattu, puis nous aussi. Est-ce que Pogacar était si fort que ça, ou est-ce que c'est Oui. aussi lié au fait que la concurrence n'était pas folichonne, ou un peu des deux? J'ai pas regardé sur son Strava les temps qu'il a fait dans les secteurs pavés. Mais non, il était très très fort. Hein. Après, quand il y a un gars qui domine autant une course, on revient au non, mais le gars était le seul sur la course. Je pense pas. Je pense qu'il était vraiment monstrueux. Alors certes, peut-être il y aurait eu un Alaphilippe pour l'accompagner, on ne sait pas, mais par exemple Valverde, alors certes il est vieux, mais ça reste Valverde, il est en forme cette année. Donc je pense qu'il était bien plus fort. Là je regarde, voilà, l'Estrade Bianche, sur les 25 derniers kilomètres, il a le 7e temps. Il prendrait 1 minute 18 par Mathieu Van Der Poel qui était dans un groupe, sauf que lui il était tout seul et depuis il y a déjà 25 bornes, donc non, c'est énorme, c'est énorme. La performance est titanesque. Ouais, c'est vrai que la performance, je trouve aussi, est assez exceptionnelle. Mais pour rester sur le fond, Benjamin, il y a une question que je me pose aussi. C'est que face à ces nouveaux coureurs qui sont bons partout, on retrouve un peu un cyclisme d'antan, entre guillemets, où les mecs étaient capables de performer de janvier à octobre et plus spécialisés, comme on a pu le voir, Armstrong étant l'exemple un peu ultime. Est-ce qu'au final, ma question elle est celle-ci, pour Pogacar ou pour d'autres, hein, quand il n'y a pas Van Aert, Roglic ou un Alaphilippe à 100%, voire Van Der Poel, est-ce que du coup, c'est pas un peu facile le vélo pour eux tellement ils sont forts physiquement, quoi? Ah, c'est vrai que oui, oui, et sur tous les terrains, puisque à l'UAE Tour, il a dominé également sur un tout autre terrain. Euh, Hier, Di Grazia disait c'est le nouveau Dimmer, c'est le nouveau Dimmer. Bon, je suis au regret de dire que je le pensais depuis quelque temps, donc je suis malheureusement un peu d'accord avec Di Grazia, même si je mettrais des attention, des petits guillemets, hein, et on va attendre de voir s'il dure sur tous ces terrains. Euh, ouais, Pogacar, c'est un monstre, t'as l'impression qu'il ne peut être battu nulle part. Ouais, parce que là, il a un Mm, palmarès impressionnant, Benjamin, parce que ouais. 2 Tours de France, Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Lombardie, on rajoute les Strade Bianche. Pour un coureur qui, je crois, a 22 ans, Dirais. Tirreno, c'est assez exceptionnel. Ouais. Mais on va attendre. Après, quand on parle de Merckx ou même de Bernard Hinault, chaque Bernard Hinault a connu un peu plus la mondialisation que Eddy Merckx. Je vais pas mettre Bernard Hinault au niveau d'Eddy Merckx, mais je pense que c'est le deuxième de l'histoire.
Ils ont tous connu, donc ils ont leur point commun, c'est qu'ils ont performé très tôt, ils ont très vite écrasé les courses, ce que fait Tadej Pogačar. Il y a une carrière, c'est pas un long fleuve tranquille. Le seul qui a peut-être réussi ça, c'est Armstrong sur les 7 ans. Il a dominé encore 2003, bon, même 2000, qui a pu éviter les problèmes. Bon, on sait qu'Armstrong, c'était quand même, au-delà du coureur, un mafieux. Tu peux avoir une blessure, tu peux avoir une chute, tu peux avoir tellement d'une maladie. Donc oui, pour le moment, à l'heure actuelle, je pense qu'il est le meilleur cycliste du monde. Et hormis sur certains coureurs, certains terrains, pardon, quelques rares coureurs peuvent le battre. Et encore, j'ai presque envie de dire qu'au niveau de forme où il est, je sais pas où c'est qu'il finirait en Paris-Roubaix, par exemple. Oui, je me posais la question tout à fait hier aussi. Où est-ce qu'il finirait une course comme Paris-Roubaix Ouais. qui joue aussi sur la puissance? Mais Benjamin, pour terminer sur... Mais on dit ça au 5 mars. Oui, voilà quoi. 2022. Mais pour terminer, On sait Benjamin, pas. sur Pogačar, ce que je me dis aussi quand je le vois, c'est que tu as l'impression que non seulement il est bon, tu as l'impression qu'il pue le vélo, enfin, tactiquement c'est quand même assez parfait, puis il a l'air d'aimer ça, en fait, il a l'air de se faire plaisir, et ça fait du bien de voir des mecs qui Ouais. s'amusent sur un vélo, tout simplement, quand même. Ah, et puis il est beau hein, sur le vélo. Ouais, il y a du Il style, il y est a de l'envie, enfin, il a de la puissance, tout ça. Par contre, tu vois, hier, je me disais, et ça colle parfaitement avec ta phrase, il aime le vélo, tout ça. Je me suis dit à un moment, ben, la même chose que toi. Ouais, il kiffe le vélo, il kiffe te faire des courses. Et puis je me suis rappelé Peter Sagan. On disait pareil à son âge. Peter Sagan, qui kiffait le vélo, que ça changeait des tactiques de course, tout ça. Et puis ben, Peter Sagan, à 30-31 ans, il est déjà sur le déclin, entre guillemets. Euh, donc attention aux carrières, jusqu'où il va aller. Maintenant, je vais rebondir sur ce que Salette dit. Ça fait plaisir. Perso, moi, je trouve ça affreux. S'il parle de la performance, on a déjà eu ce débat vite fait hier, hein, toi et moi. Pogacar aura toujours, tant qu'il sera dans une équipe comme UAE, euh, il traînera toujours l'entourage qu'il y a chez UAE. Ça, clairement, on ne peut pas l'occulter. Oui, ça On en avait déjà parlé lors du Tour de France. on peut pas l'occulter, bien sûr. Après, s'il parle de ça, oui, on peut pas l'occulter. Mais si on parle du scénario, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut des scénarios à la Valverde où on fait une micro-attaque à 300 mètres de la ligne d'arrivée, ou est-ce qu'on veut des mecs qui prennent des risques comme Pogacar, comme Van Der Poel? Van Der Poel, des fois, ça passe pas. On l'a vu à plusieurs reprises. Remco Evenepoel, on aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même un coureur qui n'hésite pas à attaquer de loin. Donc moi je trouve ça pas mal, en dehors du débat qu'on a déjà eu et qu'on aura encore forcément dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir sur le dopage, il y a quand même un style, je trouve, Benjamin, puis on va finir là-dessus, qui est vraiment intéressant à voir, quoi. Oui, ben on est sorti de l'époque Sky, j'ai l'impression, où tous les coureurs voulaient monter au train, au watt. Alors, la question qu'on posera pour finir ce sujet, c'est est-ce que le train Sky, c'était la perfection du cyclisme sans ou avec peu de dopage, c'est-à-dire tout calculé, on ne peut pas faire plus, donc voilà. Ou est-ce que tout simplement, c'est qu'il y avait d'autres moyens le débat est ouvert. Ouais, le débat est ouvert. On va rester sur ces Strade Bianche, parce qu'il n'y avait pas que Tadej Pogacar hier. T'en as parlé un petit peu, Valverde est toujours là, hein. Valverde le quarantenaire, mais qui est quand même assez impressionnant, qui arrive à terminer deuxième d'une grande course comme ça. Même si c'est sa dernière saison, tu as l'impression qu'il est assez inusable et qu'au final, il n'est pas du tout dans une année un peu gala ou jubilé quand même. Non, mais après, je suis désolé de repartir sur ce sujet, mais on l'avait dit à l'intersaison, avec les recrues dans le staff, ça ne m'étonne pas du tout. Ouais, Voilà. on va passer. Désolé, hein, mais ça, c'est. Là, encore une fois, c'est un truc que je peux pas occulter. Oui, c'est vrai, tout à fait. On va passer à la suite parce qu'il y a des choses Si, Ouais. très belle performance d'Attila Valter, Ouais, parce justement, qu'on c'est ce que on avait j'ai. beaucoup critiqué la Groupama en début de saison. Ouais, Et là, il faut quand même noter que quatrième, c'est vraiment une belle performance. ouais, puis on l'a pas vu de la course. Enfin, moi, je l'ai pas vu de la course à Attila Valter, donc j'étais assez surpris de le voir arriver en quatrième position. Et tu l'as dit, c'est une belle performance d'ensemble de la Groupama FDJ parce que Reichenbach finit 14e.
ce qui est quand même pas trop mal. C'est vrai qu'on a l'habitude de moquer gentiment la densité de la GFDJ et elle nous a bien fait mentir hier parce que sans ces gros leaders, elle est capable de placer 2 mecs dans le top 15. Donc c'est plutôt pas mal. J'en profite pour saluer Polska, je vois Adrien, Stéréo aussi et Ben qui nous rejoignent sur le chat. Benjamin, il y avait 2 autres coureurs que j'ai pointés dans le top 10. Tout d'abord, Jonathan Narvaez, l'équatorien qui marche sur les classiques, qui est, je trouve, de plus en plus impressionnant sur ce terrain-là, quoi. Ouais, mais l'an dernier, en 2020, il avait montré de très belles choses. Et 2021, là où ça devait être l'année de la confirmation, il n'y est pas arrivé. Il n'y est pas arrivé, mais c'est pas parce qu'un coureur fait une saison en dedans qu'il est fini. Oui, parce qu'on Il voit semble Jay que Hindley, par 2022, il exemple, qui reprenne. revient pas trop mal après une année 2021 Mm. compliquée, quoi. Donc non, non, pas tant surpris que ça de Narvaez qu'on avait déjà vu très fort à Kurn. Et ça devrait permettre à Ineos d'exister sur les classiques parce que j'ai l'impression que Miral Kwiatkowski, Ça ça devient plus dur, appartient hein. plus au passé qu'à l'avenir quand même, hein. Ouais. Tiens, un dernier coureur que j'ai pointé dans le top 10, lui aussi, il a un gros moteur et c'est un jeune talent, c'est Quinn Simmons. Top 10, vraiment costaud, là aussi, Simmons, hein. Il avait déjà été super fort hein, sur Ouais, l'Estradé il avait l'an passé. chuté, ou il avait crevé, enfin, il avait eu pas mal d'incidents mécaniques, Il il me y avait eu semble. des soucis. Enfin, je sais plus si c'est l'Estradé ou Ouais, c'était l'Estradé, ouais. une course en Italie où il y avait à nouveau les chemins blancs. C'était peut-être sur le Giro. Non, non, c'était bien l'Estradé l'an passé, ouais. Ouais. C'était. Non, non, c'était un de ses objectifs de l'année d'ailleurs. Et je suis toujours surpris parce que il grimpe pas mal ce gars alors qu'il fait quand même très très massif. Mais à voir, j'aimerais bien le voir sur peut-être. Je sais qu'il va faire les Flandriennes, mais peut-être sur un Liège pour voir jusqu'où il peut aller. Alors tiens, on nous parle d'Alaphilippe justement sur le chat, ça va me permettre une transition parfaite parce que tu l'as dit Benjamin, il y a une chute assez impressionnante. D'ailleurs, on n'a pas le droit de la mettre parce qu'il y a des droits d'image, mais là il y a une photo de Tim de Waal qui est assez impressionnante. N'hésitez pas à aller la trouver, elle est facilement trouvable sur les réseaux sociaux. Les Français hier ont été plutôt en dedans. Bon, Alaphilippe il a chuté, donc on va le Ouais. mettre de côté parce que forcément on ne sait pas s'il y avait des séquelles sur le coup ou pas. Mais j'ai trouvé Barguil, vu les noms dans le top 10, dans le top 20, un peu en Barguil, je me retrait. demande si Cosnefroy. après la chute, c'est pas le Arkea qui est en train de revenir sur les quatre qui se sont détachés, qui se casse la gueule tout seul. C'est possible, parce qu'on Je me voit suis pas posé tout la sur question. l'Estradé, malheureusement. C'est aussi un des problèmes quand on va analyser cette course, c'est qu'il faudrait des Ouais. caméras partout, et parfois il y a des mecs qui disparaissent sans qu'on sache pourquoi. Par exemple, Cosnefroy, je le trouve assez loin. Je sais pas ce que Oui. t'en... Après, il découvrait la course, donc j'attends de voir ce qu'il donne sur Tirreno. J'ai trouvé Calmejane très en jambes dans l'échappée. Hmm. Et pour Thibaut Pinot, et donc il termine à 8-14, donc c'est qu'il devait être, il y a eu 30 coureurs derrière, 30-40 coureurs derrière Pogacar, il devait être dans le groupe juste derrière. Bon, j'ai l'impression qu'il a pas trop cherché à frotter. Il a eu des jours compliqués apparemment après toi enfin, il prend du retard à cause de ses traitements sur le Covid, tout ça. Donc dans les 50 premiers, c'est pas encourageant, c'est pas inquiétant non plus. Il peut être dans un secteur en montée, mais je me demande s'il a pas eu un souci mécanique à un moment ou à un autre, parce que ça me paraît bizarre qu'il ait perdu autant de temps. Peut-être qu'il s'est relevé à un moment et il termine devant Alaphilippe. Bon, Alaphilippe a relâché complet Oui, 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 une fois que c'était sur la terminé, fin, mais bon. c'était terminé, Et quoi. franchement, je crois que je l'avais dit d'ailleurs dimanche dernier, quand on parlait de Thibaut Pinot, j'avais dit, mais on va pas juger ce qu'il fait sur l'Estradé en sachant ce qu'il a eu. Donc, non, non, rien à signaler. Ouais, Polska, on va en parler tout à l'heure, ouais, pas de souci de Tirreno et des rôles à la GFDJ. Ben, on passe sur Paris-Nice parce qu'il y a eu une étape qui a été quand même plutôt intéressante. Alors sincèrement, à un moment, je me suis dit, on va vraiment s'embêter. Oui, pareil. T'as vers, je sais plus, c'était 60, 70 bornes de l'arrivée, à un moment, t'as les AG2R qui commencent à tenter un truc, tu sentais que c'était nerveux. Il y a eu un petit espoir, puis après, calme complet. Moi, à vrai dire, j'ai coupé pas mal de fois. Et finalement, une fin d'étape de folie avec ce numéro de Jumbo-Visma qu'on va essayer de décortiquer parce que j'ai vu pas mal de commentaires où on s'offusquait, où beaucoup de bêtises ont été dites, je trouve, sans que enfin, pardon, l'esprit d'analyse était un peu victime de tout ça. Donc, Benjamin, revenons sur ce moment et cette sortie de Et la, revenons. de la Jumbo-Visma. C'était Guéouissesque. Euh,
Est-ce qu'on est étonné que si on prend les 3 coureurs individuellement, ils fassent partie des 3 qui sortent? Non. Peut-être un peu Laporte, mais bon, il a déjà été capable de numéro, mais Van Aert et Roglic, non. Le fait est qu'ils sont de la même équipe. Ce qui pose problème. Euh, Après, quand on regarde comment ça s'est passé, la Jumbo-Visma était monstrueuse. Ils ont mis tout le monde en ligne avant la côte. Ouais, D'ailleurs, ça a ouais. explosé partout le peloton. Il y avait des lâchers de tous les côtés, notamment sur Nicole Brelli. Ça passe à Et, Colbrelli d'ailleurs en ce moment, j'ai l'impression. pardon? C'est pas trop ça, Colbrelli, j'ai l'impression, ce début de saison. Ouais. Je crois qu'il a fait une perf quand même. Je me rappelle plus. Au Red Newsblatt, il fait deuxième. Donc ça m'a surpris qu'il pète aussitôt. Et derrière, dans la bosse, ils accélèrent. D'ailleurs, c'est Laporte qui est à l'origine de l'accélération. Et là, il faut exploser les coureurs qu'ils avaient dans la roue, hein. Il y avait notamment Quintana, on sait qu'il peut manquer de force. Il s'est très bien frotté, mais il peut manquer de force sur des étapes comme ça. Mais waouh! Ouais, alors pour expliquer le Waouh! mouvement, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai regardé le replay parce que je me suis dit, si on fait l'émission ce soir, il faut vraiment que je l'ai en tête parce que bah, quand on regarde, on est un peu dans l'intensité du truc, donc forcément, on n'a pas la même analyse. Mais ce qui est intéressant, je trouve, à signaler, c'est que tu l'as dit, Benjamin, il y avait les Jumbo-Visma, je crois qu'ils étaient 4 parce que c'était Tenissen le premier, je pense, qui fait le pied. Stéro nous le dit, il roule comme un bœuf, il a roulé comme un bœuf au pied. Et on voit quand on analyse le replay, j'ai fait pas mal de pauses et pas mal d'arrêts sur image, qu'en fait c'est deux DSM qui font la cassure. On voit qu'ils, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils étaient complètement asphyxiés. Et derrière, on retrouve Adam Yates en fait qui cherche à boucher le trou, qui va pas à fond, je trouve, Avec Cocard. avec Coquard, mais personne relaie Adam Yates en fait. Et on voit à un moment Quintana, enfin Yates lui demande le relais, Quintana s'écarte et refuse de le prendre. Et derrière, en fait, il y a une mésentente. Il y avait Coquard aussi, mais personne ne cherche à relayer Je crois Yates, qu'ils étaient tous à bloc, hein. ouais, qui monte au train. On voit que ça se regarde un petit peu, là, de ce que j'ai vu, en tout cas sur les ralentis, parce que c'était une vue d'hélicoptère, hein, ce qui est un peu dommage. Des fois, on n'a pas toutes les caméras. Et à la fin, il y a Turgis qui sort, et ouais, en gros, ça s'est quand même pas mal regardé, faut le dire, et il y avait un problème de placement pour pas mal de coureurs, parce que si Yates et Quintana étaient pas trop mal placés, il y a des mecs qui étaient quand même très très loin à ce moment-là dans le peloton, et c'est pas forcément normal, je trouve, bah, d'être mal placé dans des endroits stratégiques, tout simplement, quoi. Après, peut-être ils étaient limités pour être mieux placés, hein. Je sais pas comment c'est passé. Si on regarde les coureurs là du premier groupe derrière qui auraient pu y être quand on y réfléchit. Bah, McNulty qui fait quand Allez, même je vais un dire énorme c'est début de peut-être Sénéchal saison. parce que il est un peu comme Laporte. Vlasov, McNulty, Almeida. ouais, Martin est bien aussi depuis le début de saison. Ah, mais Martin, c'est un peu comme Quintana, hein. Puis des C'est- Stuyven aussi, Est-ce si qu'il c'est est-ce qu'il aurait eu la force pour passer Puis c'est vrai qu'on le dit dans avec- ce genre d'effort, et pardon d'être vraiment sur l'analyse, mais je pense que parfois ça paraît vraiment important, et c'est ce qu'on s'est dit avec Benjamin. Des fois on dit ouais, les méchants dopés, les méchants machins, puis on oublie complètement d'analyser les choses en fait, et je trouve que c'est vraiment dommage, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un souci, forcément, mais il faut aussi être le plus factuel possible. Et le problème parfois c'est qu'on oublie un peu ça, et ce que je voulais dire, c'est que quand tout le monde est à bloc comme ça, enfin, on n'a pas fait de vélo à haut niveau, mais c'est pas compliqué de voir que si tu as un trou de 5-10 mètres, c'est terminé. En fait, tu peux pas, si tout le monde est à 100% et plus ou moins au même niveau, boucher un trou, ne serait-ce que de 10 mètres, Benjamin, si tout le monde est à fond et que c'est des cadors devant, quoi. Oui, bah, d'ailleurs, de toute façon, on le voit, hein, tous ceux qui approchent de 15 mètres des trois, ils ont explosé. Mais c'est là qu'on voit quand même ils étaient au-dessus. Ils étaient au-dessus parce qu'ils ont en plus réussi à continuer à prendre des relais. Et bon, alors bien sûr, ils allaient s'entendre, hein, c'est la même équipe. Mais ils ont réussi à prendre des relais. Ça veut dire qu'ils avaient encore un peu de marge là. Donc, non, non, il fait le placement, l'analyse, tout ça s'entend, mais Jumbo-Visma était Ah oui, ils étaient bien aussi très plus forts, hein, ça faut impressionnante pas le que ce nier, qu'a hein. fait UAE, par exemple, ou les Guiglia. Puis c'est vrai que des fois, pour finir là-dessus, il y a une indignation à géométrie variable. Je pense souvent aux réseaux sociaux. Où moi j'ai vu et lu que mardi, en gros, UAE, c'était les nouveaux grands méchants, c'était impossible, c'était la Gewis, blablabla, blablabla. Enfin, tu sais ce qu'on a toujours l'habitude d'entendre. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que certains observateurs ou certains fans oublient de dire qu'en fait, derrière les Jumbo, il y a les UAE.
et soi-disant les mêmes mecs qui sont censés marcher sur l'eau depuis le début de la saison. Donc, moi, je vois une petite contradiction à dire les méchants, les méchants. Bah, les méchants, ils peuvent pas changer tous les 3 jours de place. Enfin, c'est pas possible, quoi. Si demain c'est la Quick Step qui bat la Jumbo, bah, y a des gens qui diront les méchants Quick Step et on oubliera que c'est les mêmes méchants de Jumbo qui sont derrière. Et est-ce qu'au final, Ben, parfois, sans minimiser la performance physique, parce que tu l'as dit et tu as raison, je pense, elle est exceptionnelle, eh ben, des fois, on n'aime pas trop les gagnants et ça embête un peu quand c'est ceux qu'on n'aime pas, quoi. C'est pas forcément qu'on n'aime pas trop les gagnants, je pense que c'est la manière aussi. Parce que hier aussi, Pogacar, hein, il y en a eu. Maintenant, ouais, moi, il y a des trucs qui me choquent, hein, notamment venant de ces deux équipes. En fait, c'est toujours les 4 mêmes équipes, hein, depuis l'an dernier. Bah, les 4 équipes les plus riches, hein, de De toute façon. Koenig et allez, mince, les rouges, les Bahreïn. Bahreïn. Mais pour le moment, j'accepte encore ce que je vois. Je me dis, bon, je trouve des raisons. Mais est-ce que le problème, Benjamin, aussi, et on en a déjà parlé tous les deux, et puis avec les copains commissaires, c'est pas tout simplement que il y a trop de grosses armadas et qu'il faudrait vraiment, enfin ce qu'on dit depuis plusieurs années, instaurer un salary cap pour empêcher de pouvoir aligner Laporte, Tenissen, Van Aert et Roglic dans une équipe, tout en ayant de l'autre côté Vingegaard, Benoît, etc., quoi. Ouais, après, bon, Tenissen et Laporte, c'est pas non plus des super cracks, hein. Ils arrivent à bonifier les coureurs. Après, Laporte, on savait qu'il était fort. D'ailleurs, c'est amusant de voir qu'il a fini le Paris-Nice de l'an passé sur une deuxième place, où on comprend pas ce qui merde, pourquoi il lance pas plus tôt, et qui gagne en reprenant Oui. sur Paris-Nice cette année. Non, c'est compliqué, c'est compliqué à analyser. En fait, j'attends la suite de la semaine. Oui. Voilà, parce que là, c'est sur une étape. Bon, alors, est-ce que c'est vraiment un coup tactique ou est-ce que vraiment ils sont 4 jambes au-dessus des autres et là, on verse dans le n'importe quoi avec cette possibilité qui est quand même bien ouverte aujourd'hui. Ouais, effectivement, on verra sur la suite de la semaine, parce qu'il y a des étapes qui s'annoncent compliquées dans les jours à venir, notamment s'il y a du vent. Benjamin, pour rester sur cette étape d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as notées? Il y a forcément la performance de Pierre Latour, même si c'est pas archi Mm. important, qui reprend quelques secondes au groupe des favoris déjà. Non, mais il est en forme, hein, parce que c'est le seul arrivé à sortir du groupe de contre. Donc, à voir ce qu'il fera sur la suite de la semaine. On peut faire une bonne paire sur ce Paris-Nice. Donc, la question que je me posais, c'était est-ce que Paris-Nice est déjà plié? Mais Il n'y a que 22 secondes, à hein. peu près. Mais est-ce qu'il était plus plié que le matin de l'étape? Oui et non, parce que bon, Roglic est quand même ultra favori. Est-ce que le vainqueur est déjà désigné? Non, parce qu'on sait que Roglic peut facilement se casser la figure. Mais c'est important ce que tu dis, Benjamin, parce que ça rejoint ce que je pensais ce matin, en fait. Et j'ai l'impression qu'après le scénario du jour, ça change pas grand-chose pour pas mal de monde, parce que tu l'as très bien dit, au départ de la course, on a un ultra favori, Primoz Roglic. Et au final, si tu t'appelles Guillaume Martin, si tu t'appelles Daniel Martinez, Ben O'Connor et Nero Quintana, etc., qu'est-ce que ça change d'être derrière Primoz Roglic? Ça minimise en rien ta possibilité de faire un top 10 ou un top 5, ou peut-être pas pour Quintana qui pouvait peut-être prétendre à la victoire, mais pour pas mal de mecs, ouais, j'ai l'impression que ça change pas grand-chose en fait, quoi. Oui, alors là, je lis les commentaires sur le chat qui disent qu'il peut être lâché au Turini. Bon, attention, hein, quand même. Après, c'est vrai que Roglic, en début de saison, là, sur les classiques, là, Ardèche et Drôme, il n'a pas non plus été ultra impressionnant, donc on verra. Maintenant, à Orléans, avec l'équipe qu'il a, il ne se fera pas lâcher. Mais encore une fois, Roglic, il fait partie de ma catégorie de coureurs, hein. Ma catégorie, c'est les Pierre Richard du vélo. Donc, Roglic, rappelez-vous le Paris-Nice de l'an dernier, hein. Il l'a gagné sur une étape en plus qui est raccourcie. Il arrive à trouver le moyen de se casser la figure 3 fois en 50 km. Du jamais vu presque. Même Poulidor n'avait pas autant de veines, j'ai l'impression. Mais voilà. Après Colbrelli, le fameux dopé de l'an dernier, il est très très loin par rapport à l'année dernière. On va attendre. On ne sait pas, peut-être il était malade. Sachant qu'il n'y a pas que le Covid comme maladie.
On ne sait pas. On va attendre. On est encore une fois, même si c'est déjà Paris-Nice on a eu la chance d'avoir énormément de courses télévisées, on reste quand même qu'en mars et en début de saison. Paris-Nice ouvre une nouvelle partie de la saison qui va aller jusqu'au Classique Ardennes avec des courses de moins de niveau à côté. Tout ça. On va attendre de voir. On ne va pas donner des conclusions définitives le 6 mars. Ouais, justement, Benjamin, c'est vraiment ce qu'on s'est dit tous les deux avant. On va essayer de sortir de la culture de l'instant parce que je trouve que c'est vraiment de plus en plus l'ennemi en vélo où on oublie de faire preuve de profondeur d'analyse parfois. Tu l'as très bien. La preuve, excuse-moi, je te coupe, mais Vas-y. rappelez-vous ce qu'on disait quand Remco Evenepoel a gagné la Classica San Sebastian. Ah, mais ça y est, c'est le nouveau Merckx, il va tout exploser. C'est vrai qu'il est super fort, il a un palmarès que nous en France, quand on regarde ça, on n'a quasi pas, voire pas de coureurs qui ont un tel palmarès. Mais Evenepoel, depuis, alors certes, il y a eu la chute, tout ça, mais encore une fois, la chute, ça fait partie du cyclisme. Comme ça fait partie du cyclisme de se blesser alors qu'on est le meilleur du Tour de France 2019 et de ne pas pouvoir arriver à Paris. Le cyclisme va très vite. Evenepoel, on disait qu'il allait tout gagner. Ben non, c'est un autre coureur qui est apparu, c'est Pogacar. Et on va d'ailleurs avoir la confrontation entre les deux à Tirreno. Et je pense qu'il y en a un des deux qui va pulvériser l'autre. Donc voilà. Et peut-être ce qu'on dit en mars, en juin, on dira c'est bizarre que Pogacar il roule. Enfin, j'ai des gros doutes sur ce que je dis là, mais c'est bizarre qu'il avance pas. Et peut-être qu'au Tour de France, il y en a un qui est pas mal depuis le début de sa saison, qui va leur être supérieur. Ça peut aller vite. Ouais, et puis c'est important, là je vois qu'on nous parle des haters. C'est vrai que les haters, il est impressionnant l'an passé, mais on se rend compte que là, en début d'année, il a du mal à absorber quand même la marche et à confirmer. Il finit assez loin encore aujourd'hui. Et puis tu l'as très bien dit, Paris-Nice n'est pas fini. Primoz Roglic, lors des boucles de Romardèche, il était tout sauf impérial. Alors est-ce qu'il était à fond? On ne sait pas. Mais les 22 secondes, c'est rien. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que Paris-Nice est terminé. Parce que sur le Turin-Nice, si tu n'es pas en forme, tu vas prendre 2-3 minutes tout simplement parce que tu ne vas pas réussir à suivre les meilleurs. Et ton Paris-Nice, il est terminé. Donc il faut attendre de voir. Là, c'était un coup tactique où, oui, ils étaient très forts, mais ça ne veut pas dire que Primoz Roglic va écraser la course. Il y a des chances qu'il le fasse parce que c'est le favori. Mais on ne peut pas dire que Paris-Nice est plié là avec seulement 22 secondes d'avance, Benjamin, sur le reste du peloton, quoi. Tout à fait, tout à fait. Je me permets de répondre sur le chat. Pogacar n'a pas connu l'échec. Pourtant, l'an dernier, j'en vois beaucoup d'échecs. Stradé, toutes les courses avec l'équipe nationale où il a été systématiquement battu, que ce soit sur les contre-la-montre ou sur les courses en ligne. Si, il a perdu. Il a plusieurs fois perdu. Là, il est plusieurs fois tombé sur plus fort. Alors, c'est vrai que depuis, il arrive à remporter des courses à la toque, mais si, il perd aussi. C'est Oui, pas parce que cette année, il est invaincu. oui, que ça il sera reste le humain. Et cas. Vingegaard était plus fort sur les pentes du Ventoux, hein, par exemple, de toute façon. Ouais. Et non, je n'adhère pas à la théorie. Oui, il l'a laissé partir. Non. Quand tu es un champion comme ça, tu laisses pas. Trouvez-moi un coureur qui laissait partir les gars en faisant mine qu'il avait une défaillance. Ne me sortez pas Froome, c'est une connerie aussi. Ah non, c'est des cannibales sur le vélo, ces gars-là. Ils veulent tout défoncer. Pogacar, il veut tout gagner, ouais, clairement. Enfin, on sent que c'est... Pogacar jamais fort, top 10. Et je c'est une crois, qualité, mais... je trouve, d'ailleurs. Oui. Cette année, il a fait top 10, Pogacar, et l'an dernier aussi. Parce que c'est vrai que tu Il n'a l'as dit, jamais fait hors du top 100. Tu l'as dit, Benjamin, il faut durer aussi dans le vélo avec cette nouvelle génération qui arrive très vite et très fort. Et moi, je pense, et peut-être que je me trompe, hein, mais que c'est ceux qui aiment le plus le vélo qui ont le plus de chances d'être là sur la durée et de faire une très belle carrière. Donc, je pense que ce sera un élément très important. Oui, tu as des coureurs qui vont se révéler sur le tard, alors qui auront le palmarès de Pogacar, non. Ou même Oui, le bien palmarès sûr. de Bernal, ou voire même peut-être d'Evenepoel. Mais tu as des coureurs qui, à 27-28 ans, vont devenir super forts. Et encore une fois, même si avec Pogacar, on est parti pour ça, c'était depuis, je crois, Fignon, qu'on n'avait pas de coureur jeune qui arrive, qui éclate tout et qui crée un règne. Un peu Contador, et encore, il a quand même été régulièrement battu. Je parle sur les grands tours notamment. Sinon, les derniers super jeunes, Jan Ullrich, il est tombé sur Lance Armstrong. Andy Schleck,
il y avait Contador et Evans également. Généralement, sur les 20-30 dernières années, les coureurs qui ont fait des règnes, ce sont entre 28 et 30 ans. Hein. Bon, Armstrong, oui, ok, mais bon. Et Indurain, c'est des coureurs qui avaient quand même un certain âge. Ouais, je me permets juste une précision sur Pogacar, parce que Salette nous dit qu'à l'exception des mondiaux et d'Europe, il a toujours terminé dans le top 10. Non, à Plouay, par exemple, rappelez-vous, à Plouay, il avait complètement explosé de mémoire, c'est ce que je me Ah oui, souviens. oui, oui, il avait volé un éclat dans la roue Et en termes de... Ouais, il de avait explosé. Cosnefroid à la D'ailleurs, fin. c'est la seule fois de mémoire, on l'a vu exploser. Et au niveau des contrôles, oui, il y a peut-être un petit souci, mais il faut rétablir quand même les choses. Et justement, comme on le disait avec Benjamin, rester sur le factuel, il y a plus de contrôles que l'an passé, par exemple, ou qu'il y a 2 ans. Il y a eu un document de l'UCI qui est sorti il y a quelques jours. Je vous invite à aller le consulter. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souci. C'est pas juste ce que je dis. Et vous me connaissez, enfin, vous nous connaissez. Vous savez que l'Omerta, c'est pas trop notre truc. Mais il faut quand même rester juste et factuel. Il y a plus de contrôles que l'année dernière ou qu'il y a 2 ans. Donc, faut pas non plus dire l'inverse. Ça me paraît important. Alors non, excuse-moi, Salette, c'est pas vrai, tout le monde ne défendait pas Armstrong. Non, moi j'ai Depuis arrêté de regarder le 99, vélo. il y avait des sales bruits sur lui, avec Oui, il faut notamment rester. une pommade, enfin une pommade, c'est ce qu'il disait, il y avait des traces de corticoïdes, il a été protégé par Enver Bruggen, alors président de l'UCI. C'est pas vrai que tout le monde défendait Armstrong. Et là, encore une fois, on parle de Pogacar, on parle pas du dopage ou pas du dopage, parce qu'encore une fois, en début d'émission, j'ai parlé de l'équipe où il était. Ce qui n'empêche qu'il est quand même infiniment plus sympathique que Armstrong. Mais ça n'enlève rien au dopage. Tu peux être le meilleur, un super gars, et pourtant tu peux être dopé. Quand tu es chez UAE, tu es obligé d'être suspecté avec Gianetti et Maxine. Maintenant, ce qu'on parlait, c'est de faire carrière et de durer. Faire carrière, il peut s'arrêter là, il aura la carrière une meilleure carrière que 99% du peloton. Mais par contre, durer, ça n'a rien à voir avec le dopage. Ça n'a rien à voir avec le dopage. Alors certes, il y a des coureurs qui ont pris 2 ans de suspension, Contador, Valverde, tout ça. Mais sinon, encore une fois, il n'y a pas de jeunes coureurs qui ont duré en écrasant tout. Même Peter Sagan, mais ça n'a pas ses performances, le fait de s'amuser sur le vélo, d'écraser, tout ça, hormis sa lignée de maillot vert, il n'a pas non plus écrasé les Flandriennes ou quoi pendant plusieurs années. Parce que quand tu arrives jeune, tu es super fort direct, mais il faut durer. Le cyclisme, c'est un sport, hormis quelques très rares exceptions. On pourrait citer Rebellin, on va surtout citer Valverde, où c'est très compliqué de tenir le même niveau pendant 10 ans, et je dirais même moins. Oui, tout à fait. On pourrait calculer d'ailleurs, je dirais 5-7 ans. 5-7 ans au summum pour les meilleurs coureurs. On voit à Sagan, là, c'est clairement pas une question de niveau physique, c'est une question d'envie. On sent qu'il s'amuse plus sur un vélo. T'as également, quand t'as tout connu à 20 ans, je t'as pense, peut-être envie à 28 ans de faire autre chose. Hein. Et encore plus dans le cas de Pogacar, parce que c'est ou Evenepoel, parce que quand tu te destines à être coureur de grand tour, c'est beaucoup plus usant mentalement qu'un coureur de classique. Tu as beaucoup plus de... Déjà, sur 3 semaines, tu es à bloc. Et même l'entraînement, les privations sont bien plus importantes. On aura chacun son avis sur Wiggins, et j'ai le mien. Mais il n'empêche qu'au-delà de tout ce qui pourrait être interdit qu'il a fait, et je rappelle qu'il y a eu des feux de forêt par rapport à ça qui étaient un peu... Wiggins, il a gagné un Tour de France, il a plus pu ensuite tenir sur une année complète les sacrifices qu'il fallait. Il a complètement vrillé mentalement. Geraint Thomas aussi, on voit que c'est un peu compliqué. Une fois que tu as atteint le Graal, et puis c'est humain, hein, je pense. Quand tu as atteint ton but ultime, des fois pour se remotiver, c'est compliqué. C'est vrai que quand un Peter Sagan est triple champion du monde, que tu as gagné à peu près tout ce que tu pouvais gagner, pour retourner l'hiver à l'entraînement, peut-être que des fois c'est plus compliqué. Et moi je le comprends tout à fait. Hein. Faut vraiment, et c'est là où on peut faire la différence entre les cannibales, justement, comme je pense qu'est Tadej Pogacar, et les autres, parce que pour moi, si jamais il dure, et comme l'a dit Benjamin, c'est pas sûr du tout, ça sera sur cette envie et cette capacité toujours de vouloir gagner, de vouloir être le meilleur. Et c'est pour ça que je suis pas forcément d'accord avec ce que j'ai lu sur il s'en fout de la Bretagne classique. Je pense que Pogacar, quelle que soit la course, quand il s'aligne, il a envie de gagner. Alors bien sûr, il attache moins d'importance à gagner une Bretagne classique ou une London classique qu'un Tour de France, ça, on ne va pas raconter d'histoire,
Mais je pense que quand il est au départ et qu'il attaque, son but c'est de gagner. C'est pas de se dire bah tiens j'attaque et puis on va bien voir ce qui se passe. Si je perds, je m'en fous quoi. C'est un gagnant. Non, Hein. mais Et c'est ce qui fait après, que c'est un champion. Quoi. il y a une mythologie, entre guillemets, un fantasme face aux coureurs qui ont été si impressionnants, que le fait que quand on les voit lâcher, c'est pas parce que c'est leur limite de capacité, c'est parce qu'ils l'ont décidé. Mais au final, il y en a quand même pas beaucoup de branleurs qui lâchent comme ça. Oui, avec Parce que là, Miguel on parle Angel pas Lopez d'un quoi. Après, problème. il n'y en a pas d'autant. Non, mais on parle pas d'un problème comme Miguel Angel Lopez, où il abandonne la Vuelta alors qu'il était super bien placé, mais là, c'était un problème d'équipe. Oui, Il y a eu. C'est pas Miguel Angel Lopez qui a fait oh, ben, j'en ai marre, hein. Je vais me relever. Non, non, des coureurs qui font ça, quand tu vois tous les sacrifices qu'ils doivent faire, oui, c'est pas pour faire les guignols. Pogacar, Hein. il est super fort, mais faut pas non plus se voiler la face. Il fait des entraînements de folie aussi. Hein. Oui, et puis les garants de la fierté, se faire filmer en train de se oui. faire lâcher, ça fait pas C'est des forcément champions, plaisir. Hein. D'ailleurs, tu le vois, hein, les mecs qui sont des vrais gagnants, quand ils voient la caméra, ils mettent pas un coup de tête, mais bon, tu sens qu'il y a un petit regard, s'ils pouvaient, ça se passerait pas forcément très bien pour le caméraman, ça les agace, quoi. Froome, au début, rappelle-toi, Benjamin, il a eu beaucoup de mal avec ça, à regarder la caméra. Maintenant, bon, ça devient une habitude, donc c'est plus facile, mais quand tu es un champion, que tu es habitué à gagner, t'as pas envie de te faire filmer pendant 10 minutes en train de galérer en queue de peloton, c'est logique. Puis nous, humainement, ce serait pareil. Imaginez-vous remporter un Tour de France ou 2 Tours de France. Hormis si vraiment tu as exposé quand tu es un sprinter au début des étapes de montagne. Hein, bon, ben voilà. Sinon, je me fais lâcher. C'est tout à fait logique. Hein, J'avais trouvé un branleur. Un branleur qui, à la limite, aurait pu être lâché parce qu'il en avait marre. Evgeny Berzin. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être Evgeny Berzin. Et peut-être Andy Schleck, et encore Andy Schleck, je suis pas sûr. Mais Evgeny Berzin, là, qui regardait... Alors, je vais rien dire parce que je vais garder la question pour le quiz de mardi. Ouais. Mais voilà. Ziglo qui nous dit Imad Mayo qui pétait un câble à se faire filmer lâcher. Bah oui, les mecs, ils aiment pas normal. Ça. D'ailleurs, je vous remercie parce que c'est cool, on échange beaucoup avec vous ce soir et c'est aussi très plaisant. Ouais. Non, mais en plus, Imad Mayo... le cyclisme n'est pas un sport comme le football ou autre. Dans le football, il y a des stars comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, tout ça, qui ont une aura. Le cyclisme, c'est encore plus que ça. C'est un sport, et même dans les catégories amateurs, hein, c'est un sport féodal. C'est un sport noble et féodal. Et d'ailleurs, souvent, tu as les gars qui le disent, quand tu es une petite équipe, on ne te laisse pas frotter, on t'envoie dans le fossé. Quand tu as le maillot jaune ou quoi qui passe à côté, tu te tais. Il y en a plein qui a dit... T'en as plein qui disent, ah ouais, je l'ai vu passer, je l'ai laissé passer, bien sûr. Il y a une aura pour ces coureurs. Un Pogacar qui remonte, tu lui laisses la place. Tu vois pas dans les autres sports, ça. Mais là tu t'écartes. Tu t'essaies de pas le faire tomber, surtout pas. Et combien de fois, et qu'est-ce que ça énerve quand on le lit, des coureurs qui disent lui il n'est pas resté à sa place. Il a attaqué le leader en stage de pré-saison. C'est ce qui est assez rare, mais où ils disent ouais il a pas à le faire. Alors des fois tu dis mais il fait ce qu'il veut. Et pourtant c'est dans les codes du peloton. T'as vraiment les champions, les bons coureurs, etc. C'est fou. Et c'est pour ça que tu peux pas te dire que les coureurs veulent perdre leur place. C'est des rois, les gars. Pogacar, c'est un roi dans le peloton. Comme Roglic en est un. Hein. Tu peux pas les imaginer se faire lâcher par les manants, par les sans grades. Le cyclisme, et ça a toujours été le cas. Hein. Depuis que le cyclisme est cyclisme. Oui, puis c'est même moins pire qu'avant, je pense. C'est vraiment un sport de noblesse, entre guillemets. C'est vraiment, il faut que tu suives un train de vie. Ouais, puis Stérol dit très bien, tu vois, sur le chat, celui qui vient frotter dans mon train de sprinter, il y a limite des fois un comportement de petit caïd, quoi. Celui qui vient frotter, il pourrait presque se prendre un coup de tête, et heureusement que l'UCI met quand même quelques garde-fous parfois, parce que sinon, les mecs, on sent que... Ouais, désolé pour la comparaison, mais c'est un peu les petits caïds du quartier, quoi. Tu viens pas perturber, sinon je te fous un coup de coude, et limite je te fous par terre, et je te montre que si tu reviens, t'as des chances de te retrouver à chuter, quoi. Ouais, c'est ça. C'est fou. Alors après, on n'aime pas. Par exemple, les barrages, c'est toujours les mêmes équipes qui le font. Oui. S'il y a une équipe, c'est pas BNB qui est sur le Tour de France. Souvenez-vous de Tony Martin. Hein. Combien de vous ont dû insulter dans leur tête ou très fort devant leur télé Tony Martin quand il
il décide de se mettre de côté ou qu'il bloque tout le monde et qu'il empêche la course de se dérouler, quoi. Ouais. Et là, Salette qui parle du cyclisme amateur, c'est pareil. Dans le peloton Je amateur, pense que c'est pire chez les les amateurs. meilleurs, notamment sur les courses par étapes. Je me souviens, tu fais gaffe. Je me souviens une épreuve nationale junior que je faisais avec l'équipe du Tarn en Auvergne. Il y avait Antomarchi qui était maillot jaune. Mais tu fais gaffe. Alors, le gars, il a rien dit, tu vois. Il fait sa course. Mais quand tu es à côté, tu essaies vraiment de ne pas faire le con et de ne pas le faire tomber, quoi. C'est vraiment ça. Le pic Et qui nous dit BNB, ils font barrage derrière le peloton. ouais. Oui, non, mais non, c'était pas pour moquer d'eux, hein, c'était vraiment pour Oui, non, mais expliquer c'est vrai. que Là, ils les avaient BNB, raison on les sur le coup. respecterait pas, ils seront dégagés dans le bas-côté. Qui ne serait pas le cas par Total Energy s'il y a Sagan dans l'équipe. Parce Oui. qu'il y a Peter Sagan. Oui, Là, tout tu à fais, fait. ah, bah, il y a Sagan, bon, là, il y a un seigneur. On va pas essayer de faire trop les imbéciles. Et il y a également les casse-cous, les gars où tu vas pas les emmerder parce que tu sais que si tu essaies de le foutre dans le bas-côté, il va revenir et il va te foutre à terre ensuite. Ouais, et puis tout le monde se Et rappelle voilà. de cet épisode, hein. Armstrong Simeoni, c'est quelque chose qui a marqué Oui. une génération, enfin la nôtre, puisqu'on a le même âge, Benjamin, et c'est ce comportement mafieux. Enfin, pour moi, c'est l'exemple ultime, quoi, de ce truc imbuvable. Et je sais plus qui disait tout à l'heure sur le chat que tout le monde défendait Armstrong. Enfin, notre génération, là, on a tous les deux 36, 37 ans. Bah, elle a gerbé en fait devant Ah, ces moi, je l'ai exploits haï. d'Armstrong. Moi, j'ai arrêté Je de l'ai regarder le Tour de haï. France, mais au mois de juillet, ras le cul, je préférais être partout sauf à regarder la course. Et non, personne ne défendait Armstrong. Enfin, dans mon entourage, en tout cas, et je pense dans le tien, les gens en avaient marre et attendaient qu'un truc, c'est qu'il y ait une mesure qui soit prise Il ou qu'il se tombe. fasse choper à un moment par la patrouille, parce que personne n'était dupe. Alors, certains journalistes étaient pas dupes non plus, mais ils étaient complices de ce système parce que ça les arrangeait bien, qu'on faisait copain-copain, etc. Mais il ne faut pas confondre certains journalistes et l'ensemble des suiveurs. La majorité des suiveurs, elle en avait marre d'Armstrong. Et c'est pas parce que 3, 4 mecs dont je ne donnerai pas les noms, parce qu'il y en a encore certains qui sont là et qui sont encore en train de jouer souvent les copains-copains avec les coureurs, et qu'oublie parfois c'est bien aussi d'avoir une certaine distance quand on veut être objectif. Mais ouais, à part ces gus-là, tout le monde détestait Armstrong, clairement. J'ai été content qu'il les a perdu 6-7 tours. Ouais, tout Mais à bon, fait. voilà. Bref, on a pas mal dévié du sujet, mais c'était intéressant. Puis encore une fois, on adore ça avec Benjamin. Quand vous êtes autant à mettre des commentaires, on peut vraiment rebondir, on peut vraiment échanger avec vous. Puis ça se passe toujours dans un bon esprit. Et c'est ça qui est cool, je trouve, sur la chaîne, c'est que chacun respecte un peu les opinions des autres. Et c'est toujours très, très intéressant. Il y avait 2, 3 trucs que je voulais dire sur ce début de Paris-Nice, Benjamin, parce que j'ai noté 2, 3 Oui. coureurs qui ont perdu un peu de Oh. temps. Max T'arrives à Charman. revenir. Là, on revient. Ouais, tu vois, On a pris une bordure de 5 minutes, on arrive à rentrer. c'est ça le talent, mon petit monsieur. Je reviens à l'essentiel à un moment. Blague à part, Max Charman qui a perdu du temps, surprenant Ouais. parce que quand même Charman c'est un mec qui même s'il court pas beaucoup ou se fait pas beaucoup de courses de préparation, quand il cible un objectif en général il est plutôt là. Ben ouais, je t'aurais dit, ouais, mais Paris-Nice, c'est sa première course de l'année, sauf que l'an dernier, c'était également sa première course de l'année. Sherman, il a 28 ans. Est-ce que ce Paris-Nice, je suis pas sûr que ce soit la passe de 3. Non, je pense pas. Parce que là ça veut dire que tu as perdu du temps sur le deuxième groupe qui bataillait. Gino Madère Alors aussi. après, peut-être on va apprendre qu'il y a eu une crevaison ou quoi, hein, et que le gars a remonté les coureurs 1-1, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. Non, non, puis bah, malheureusement Franck Bonamour. Alors, Franck Bonamour c'est un coureur qu'on aime tous bien parce qu'il a vraiment été archi offensif l'an passé lors du Tour de France, et pas que, hein, parce qu'il ne faut pas réduire son année au Tour de France. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il a du mal, Benjamin, à revenir de sa chute, Bonamour, parce qu'Alex Pasteur l'a annoncé tôt lâché, et je crois qu'il a vraiment perdu pas mal de temps. Je regarde le classement, mais ouais, 6 minutes 41 avec Koretsky d'ailleurs et Lemoine. Ouais, mais Koretsky, je crois qu'il a annoncé sur son Strava qu'il avait évité la chute de peau. Il y a eu un accrochage et qu'il était content de ne pas tomber. Mais alors, je vais commencer par Koretsky, Elle est si dure tu vois pas l'acclimatation. d'inconvénient, Non, Charles. justement, j'allais dire qu'elle était dure l'acclimatation pour Koretsky ses premières semaines. Ouais, alors déjà, il n'était pas prévu sur Paris-Nice. De base, normalement, je crois que c'était
Je crois que c'était Schoenberger et il y en avait un autre qui était prévu, mais les deux ont chuté. Donc, il y a eu des trucs. Enfin, il n'y était pas prévu. Et sur son Strava, il dit accrochage à 15 bornes de la fin, heureusement pas de chute. Les sensations sont bonnes, vivement les prochains jours. Koretsky, de toute façon, il vise pas le classement général. Hein. Et puis c'est vrai que Donc, pour un mec bon. qui a jamais roulé en peloton, Paris-Nice, c'est peut-être pas la meilleure course, hein. Ouais. Mais il va progresser. Il va progresser. Pour Bonamour, c'est quand même une très grave chute qu'il a eue. Hein, au Grand Prix de la Marseillaise. Alors, il est revenu sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Maintenant, sur Paris-Nice, quand déjà t'as pas la saison, le début de saison comme tu l'attendais, puis c'est une course qui visait, mais doucement. Paris-Nice, c'est pas n'importe quoi. Je trouve que Bonamour a fait un super Tour de France l'an dernier et on est assez sévère avec les BNB. Là, je vais pas en rajouter parce que c'est pas le cas, mais Franck, avant de viser Paris-Nice, un top 10 ou quoi, vise peut-être des points 1, des points pro. Faisons une évolution logique. Il a 26 ans, bientôt 27, mais de là. Alors peut-être il finira dans les 20-25 de Paris-Nice, hein, on ne sait pas, parce que il a eu beaucoup de mal. Il a eu beaucoup de mal cette étape, mais peut-être que sur les autres, il va reprendre du temps à tout Oui, le il peut monde. Hein. prendre une échappée, hein. Mais non, je vais vraiment pas être méchant ou quoi avec lui, parce que franchement, avec la terrible chute qu'il a vécue, c'est normal qu'il ait du retard. Ouais, alors je vais répondre à la question. Effectivement, j'ai regardé France Télévisions malgré mon abonnement à Eurosport parce qu'Alex Pasteur est un copain sans trahir de secret. Donc forcément, ça fait copain, non voilà, pas avec ça les fait coureurs, mais avec les copain commentateurs, monsieur. avec les commentateurs. Donc oui, forcément, quand c'est Alex qui commente, en plus, je trouve que c'est vraiment le meilleur Alors moi, c'est commentateur parce que Laurent Jalabert est tarné, en fait. ouais, du PAF. Je suis Donc, très, très régionaliste. j'écoute religieusement Alexandre Pasteur et aussi pour ses qualités, je trouve. Pour revenir à la course, ouais, j'en ai parlé. Ethan Hayter qui perd beaucoup de temps, 6,46. Finn Fisher-Black aussi, le jeune espoir, 6,46. Ouais. Michael Storer, on nous l'a dit sur le chat. Pareil, 6,40, tout comme Lucas Hamilton. Pas mal d'outsiders, Benjamin, qui ont perdu pas mal de temps. Des mecs qui pouvaient viser top 10, top 15, quoi. Ouais, c'est peut-être pour ça que justement le numéro de Jumbo est très costaud, parce que j'ai l'impression que l'étape a été beaucoup plus dure que ce qu'elle semblait. C'était nerveux. C'était nerveux, je pense qu'il y avait du vent, ça a été dur, parce que même les sprinters avaient une volonté de passer et ils ont tous pris un tir, quoi. Donc, hormis Coquard, mais bon, Coquard, on sait qu'il parfois il peut passer, mais derrière il a plus les jambes. Ouais, pour sprinter, c'est arrivé plusieurs fois. La course. Non, et Chino Madère qui perd 36 secondes aussi. Alors, c'est pas de l'acabit des pertes des autres coureurs que tu as. Mais ça veut dire que physiquement, t'étais quand même un peu en dessous, quoi. Non, je pense que l'étape a été beaucoup plus dure que ce qu'on imaginait. Et la phrase connue, c'est elle risque de rester dans les jambes, même si demain, ça peut être venteux aussi, hein, il peut y avoir des bordures. Ouais, justement. Forcé à enregistrer l'étape. On va passer à la suite, Benjamin et à. Je suis pas sur la bonne page, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous remettre le parcours de Paris-Nice. Désolé pour le son qui se lance tout seul. Si je le retrouve, ce qui n'est pas gagné, mais je vais laisser Benjamin meubler pendant que je regarde le. Ouais, alors. Pour l'étape de demain, du coup. Et on va parler de Tirreno. Il y avait le Grand Prix de Liers aujourd'hui aussi. Ouais. Le Grand Prix d'hier, c'est une course où il n'y avait quasiment aucune information sur les réseaux. J'ai essayé de chercher parce qu'il y avait le 8-12 Martinez et notamment Grégoire, hein, forcément. Mais on est un peu hype par ces jeunes coureurs, on attend de voir ce qu'ils vont faire. C'est une épreuve qui est un peu vallonnée, qui souvent se joue aux bordures. Donc Martinez et le 8-12 ont fini à 5 minutes. Et Romain Grégoire, par contre, a fini 23e en fin de peloton. Il a probablement dû participer à placer Paul Penhoet, qui finit 5e et qui devait être sans doute le leader de sa formation. C'est Milan Menten qui remporte l'étape et qui revoilà à la 3e position Jason Tesson, le sprinter de la Saint-Michel-Aubert, qui fait ici son premier résultat de la saison. Tiens, d'ailleurs, Benjamin, voilà, tu parles... Bon ouais, c'est bon.
Du coup, j'en profite parce que tu parles des Groupama FDJ, enfin de la Conti. Ils ont fait une super course aujourd'hui en Belgique parce qu'ils placent 2 mecs Ouais, dans le top 10 du Grand Prix Montserrat, Jensen Plowright et puis Lawrence Pitty, je crois, si je dis pas de bêtises, qui c'est font 8 ça. et 9 ou 7 et 8, je sais plus. Mais ce qui m'a marqué aujourd'hui, et bon, après, c'est pareil, hein, on vous dit de pas être dans la culture de l'instant, donc je vais prendre des pincettes parce que la concurrence n'était pas folle. Mais j'ai trouvé que le jeune sprinter belge Arnaud Delis, et je sais que tu as regardé aussi le sprint, Ben, dégageait une grosse impression de puissance. Ouais, non, franchement, il est très fort. Euh, Là, déjà, il a le niveau retour. Mais après, pour les sprinters, c'est- c'était déjà, même au début des années 2000, le prime à la jeunesse. Tu peux être très fort très tôt Oui, oui, comme Ewan, hein, en d'ailleurs. étant sprinter, mais je pense que ça va. Là, il est parti pour pouvoir faire partie de la nouvelle génération de sprinters. Ouais, tout à fait. Alors, on va revenir à nos grosses courses. Donc, demain, Benjamin, Oui, il y a quand même des chances d'avoir des bordures. C'est tout plat, sinon, de toute façon. Donc, s'il n'y ouais. a pas de vent, ça sera un sprint et rien d'autre. Mais si jamais les conditions s'y mêlent, on peut vraiment en avoir partout, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce que les efforts du jour resteront dans les pattes, c'est obligatoire vu ce qui s'est passé. Et ouais, si jamais ça pète, ça peut vraiment faire très très cher à l'arrivée pour certains, quoi. Ouais, oui, oui, oui. Alors, on va attendre de voir hein, maintenant, mais la question, est-ce qu'il y aura des bordures ou pas? Je pense. Je pense que la De Koenig, notamment, va vouloir un peu faire tout péter. Je pense qu'il y en a qui seront revanchards hein, suite à, suite au numéro et à presque l'humiliation qu'a mis Jumbo-Visma tout le peloton. Ouais, c'est vrai que ça risque d'être revanchard. Alors on verra bien ce qui se passe demain. Je te propose, Benjamin, qu'on conclue vite fait avec Tirreno Adriatico. Oui, Exceptionnellement, Tirreno, ça commence demain. D'habitude, c'est plutôt le mercredi, si je dis pas de bêtises. mm, Parcours classique, j'ai envie de dire. On va reprendre les étapes là, dans le sens chronologique. Demain, on commence par un court chrono de 14 bornes environ. Pareil, une bonne occasion d'établir une première hiérarchie entre les meilleurs et un grand favori, Filippo Ganna. ouais, c'est ce que j'allais dire. Normalement, ça sera un Italien qui portera le maillot de leader. Une première hiérarchie par rapport aux favoris. Bon, Tadej Pogacar devrait être très bien placé. Et on part ensuite sur des étapes un minimum vallonnées. Ouais, tout à fait. Donc étape vallonnée le lendemain, donc scénario indécis, pareil, on ne va pas trop rester dessus parce qu'on ne sait pas vraiment ce Oui. qui, ce qui peut se passer, puis on ne connaît pas les routes, donc on va pas faire les malins non plus. La troisième, elle est un petit peu similaire, pareil, est-ce que ça sera un sprint en comité réduit, est-ce qu'il y aura une échappée, on ne sait pas trop, on verra. La quatrième étape va être intéressante parce que ça va être la première arrivée en bosse, une étape longue, un peu plus de 200 km. Et certainement, Benjamin, une première explication, comme je disais, entre les Remco Evenepoel, les Tadej Pogacar, etc. Oui, c'est ça. Et l'étape 5, ça va être également même explication. Mais attention, hein, on l'a vu. Alors, sur l'étape 4, je pense qu'ils attendront la dernière bosse. Sur l'étape 5, peut-être ils seront avant avec des punchers qui vont se mêler. Et puis il y a cette étape 6 avec deux fois le Monte Carpegna qui est de 6 km à 10% de moyenne. Ouais, ça, en Donc mars, ça. là, ça va piquer. C'est la seule étape de grande difficulté qu'il y a. Je peux pas dire une étape de montagne, hein, c'est de la moyenne montagne, même si le col est terrible. On est à 1366 mètres d'altitude, donc ça va. Ben, ça va être l'occasion de juger Evenepoel face à Pogacar. Mais Enfin, bon, ouais, pour tout moi, à fait. j'ai aucune incertitude sur ce qui va se passer. Mais Ouais, et le dernier jour, ce sera certainement un sprint. Donc, on va passer à la start list parce qu'elle est tombée là il y a une heure et demie. Elles sont tardives, les start lists, que vous savez qu'il y a des tests Covid à H-24, enfin 24 heures avant le début de la course. Donc, il y a toujours quelques surprises et vous le voyez, il y a quelques trous. Bah, le nom principal, Benjamin, c'est Tadej Pogacar, le grand favori pour toi et pour moi, je pense, de la course des oui, deux mers. oui. Il y a même pas à dire, hein. Il est il est en forme, c'est le meilleur. Point. Voilà, il y a rien à dire. Et derrière, on va voir Vingegaard qui était très en forme le week-end dernier. Ouais, 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 ça va être le duel, parce que c'est vrai que j'ai parlé de Evenepoel, mais il y a aussi Vingegaard. Alors je vais passer un peu sur les noms, puis tu vas me dire ce que tu en penses pour les favoris. On retrouve Miguel Angel Lopez aussi, qui était pas mal en début de saison. Uran qui débute, je crois. Il va perdre du temps au chrono. Ouais, on a un Bilbao qui était bien hier, Ouais. que j'attends de voir aussi.
Thibaut Pinot, forcément, qui sera l'attraction du côté de la Groupama FDJ. Est-ce qu'il sera leader? Oui, parce que Attila Valter n'est pas au Oui, départ. parce qu'il n'y a pas donc, Valter. ça aussi, c'est un petit changement. Enfin, je ne sais plus s'il était prévu, si ça se trouve, je dis des bêtises. Ineos, Carapaz et Porte, à voir qui assumera le leadership Alors, je des pense que ça deux. sera Je pense Carapaz. aussi, parce que Porte a fait l'équipier mardi. Donc, grosse incertitude chez Quick-Step. On espère que Julien Alaphilippe ira bien. Parce qu'il y a Alors, des il le étapes fait apparemment, il a le dit fait. Marion Rousse. Mais est-ce qu'il sera en capacité de jouer Ah non, je des pense pas. étapes Je pense que ça sera Evenepoel pour jouer le général. Alaphilippe, je pense qu'il va essayer de se remettre pour jouer une étape. Je suppose. Oui, tout à fait. Alors après, je passe à Arkea. Arkea, moi, il y a un coureur que j'attends sur un parcours comme Tirreno et face à une concurrence plus grande. Je sais pas ce que tu en penses, c'est Thibaut Guernalec. Eh bien, ouais, bon, maintenant, on va voir. Hein. S'il fait un top 30, ça sera déjà bien parce que sur 10 km à 10%, bon. Voilà. Voilà. Je pense que ça sera trop compliqué. Ouais, mais oui, moi je dépense pour un accessite, hein, bien entendu. Mais déjà, voir le comportement, d'ailleurs, ça va être intéressant. C'est rare à dire, hein, ce que je vais dire, mais intéressant de voir le comportement des Français sur le contre-la-montre. On a Guernalec, on a Alaphilippe, on a Thomas, Thibaut Pinot qui fait pas des trop mauvais contre-la-montre. On a plusieurs coureurs qui vont pouvoir s'étalonner face aux meilleurs de la discipline quasiment, donc c'est intéressant. Et on va retrouver également le Romain Bardet. Après le fait de ne pas avoir pu faire l'Estrade. Ouais, tout à fait. Alors parmi les noms, là, je survole Lorenzo Rota, que je trouve très bon depuis le début de saison. Et j'attends de voir. Après, peut-être que comme tu le dis, comme pour d'autres, ça sera dur, cette double montée compliquée lors de la 6e étape. Fuglsang, qui a montré un peu le bout de son nez en Espagne lors de Gran Camino, à voir s'il va monter gentiment en pression. Michael Matthews, il faudra voir aussi, parce qu'il a chuté samedi, donc on ne sait pas dans quel état de forme il sera. La Jumbo-Visma a une grosse équipe, tu l'as évoqué avec Vingegaard, mais aussi Sepkus, qui a été bon aussi sur les boucles de Romardèche. On attendra Affini et Van Emden comme outsider sur le chrono également. Tu as parlé de Romain Bardet. Tim Wellens, c'était aussi très très bon sur l'Estradé, puis en France le mois dernier, donc à suivre. Caleb Ewan aussi pour les sprints. Peter Sagan, on verra. Et Henrik Mas qui peut jouer un top 5 et s'y connaît aussi. Moi, un autre Français qui me tarde de voir ce qu'il va faire, peut-être sur le classement général, je ne sais pas s'il va le jouer, c'est Victor Lafay, qui est en forme et qui pourrait être pas mal. À voir s'il sera consistant sur une semaine. C'est ça qui peut être compliqué. Je le vois plus sur les courses d'un jour, moi, Victor Lafay. C'est possible. Pour être honnête. Enfin ouais, je pense qu'on a à peu près fait le tour. On ne peut pas faire d'émission sans faire de pronostics, c'est pas possible. Donc le vainqueur, je vais pas te le demander. Oui, parce qu'en façon, je pense qu'on a le même et que sur le live, on aura un peu tous le même. Tu vois qui derrière Tadej Pogacar Vingegaard. Ouais. 2 Vingegaard et 3... alors là, peut-être Marc Padoun. Pour montrer à Vladimir Poutine que l'arme ukrainienne est à ce moment en Italie. Bon, on va pas rigoler sur ça. Mais... non, je sais pas pour la 3e place, honnêtement. Peut-être Bilbao. Peut-être Bilbao, ouais. Ouais, moi je vais dire... Je réfléchis en même temps. Tiens, j'ai pas parlé de Benoît Cosnefroy. Benoît Cosnefroy, il y a des étapes aussi qui peuvent être intéressantes pour lui. Je pense que le général, ça sera trop dur, mais sur certaines étapes... Oui, sur le général, il ne tiendra pas. Ouais, allez, je vais dire Carapaz peut-être en 3, moi, qui me paraît intéressant. Il n'a pas eu de chance depuis le début de la saison, mais à voir. Ou Henrik Mas. Henrik Mas, il est pareil, c'est le mec qui n'a pas trop besoin de se préparer non plus, qui arrive toujours à point sur ses objectifs. Polska nous dit Pogacar, Bilbao, s'y connaît. Ouais, c'est pas mal aussi. Un petit prono Paris-Nice quand même, Ben. Est-ce que c'est plié ou pas Roglic Ouais, c'est Roglic. Ouais. Il va pas tomber chaque année quand même. Non, j'espère pas pour lui, parce que c'est un mec qui a l'air encore plus assez sympathique. Ouais. Mais c'est vrai que il y a cette équation à ne pas oublier. Il peut se casser la gueule. Tiens, d'ailleurs, je reviens sur Tirreno Adriatico. Désolé, je fais un peu le grand écart. Mais Arnaud Démare est annoncé au départ et ça a été compliqué sur l'UAE Tour. Donc là, il y a plusieurs étapes possibles pour les sprinteurs et on verra ce que donne Arnaud Démare face
au E1NC. J'espère verra. qu'il pourra remporter une étape pour retrouver un peu de confiance, parce que là, ça commence à faire un petit peu longtemps qu'il n'a pas gagné au plus haut niveau, j'entends, quoi. Il n'y aura pas beaucoup de sprints, hein. Il y en aura un, je Il y a la pense. dernière, Un ou ouais. deux. Après, à voir si suivant comment ça se déroule sur 2 autres étapes. Bon, Mm. compliqué. Compliqué. Bah, je pense qu'on a fait le tour. On a fait une longue émission. Je vois qu'il est déjà à 20h05, mais c'était plutôt très très sympa. Je me répète, mais je vous remercie encore d'être aussi, j'allais dire consistant, mais c'est pas le mot, d'être aussi réactif et interactif sur le chat. Ça a vraiment rendu l'émission sympa, surtout qu'on n'était que 2 ce soir. Grand merci à toi, Ben, encore une fois, d'avoir Et avec participé. plaisir, C'était très monsieur Cher. sympa. Tu nous donnes ton petit rendez-vous quand même, parce qu'on peut pas se quitter sans que Oui, tu nous donnes le rendez-vous. mardi à 18h30, le quiz cyclisme Tour de Ouais, mets le lien France. sur ta chaîne, de ta chaîne d'ailleurs, comme ça. Ah oui, c'est vrai. Alors attends, je vais le taper. Euh, D'ailleurs, ce quiz, Ouais. on a Si vous êtes devant moi au classement Tour de général, vous n'êtes pas obligé de France. venir par contre. Ça, c'est pas. Et voilà. Et Voilà. est-ce que ça marche? N'hésitez lien pas à sur- suivre la chaîne de Oui, Benjamin, c'est bon. parce qu'il fait les quiz tous les mardis. Voilà, et après, quand on aura fini le Tour de France, on fera des quiz sur les classiques. Et je ferai un classement UCI, enfin, un classement, j'ai dit quoi? UCQA, C'est Union QA. cycliste des quiz à Keyon, que je mets sur le forum ensuite. Donc voilà. Ouais, ça va être sympa. Puis pensez à nous suivre aussi sur la chaîne, c'est pas le cas. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner si vous avez un compte Amazon, c'est gratuit pour vous. Et ça nous apporte toujours un petit soutien qui est le bienvenu. Vous avez été très nombreux ce soir, donc je vous remercie vraiment chaleureusement. Et on se donne rendez-vous pour du vélo. Et n'oubliez pas que c'est que du vélo, surtout vu le contexte actuel. Ça reste un divertissement quand même qui permet de s'évader et c'est pas trop mal. Grand merci, bonne fin de soirée à tous et à dimanche prochain. Ciao! Au revoir.